Chapitre 4, les réactions endothermiques et exothermiques. Voici les notions qui sont préalables pour être capable de réaliser le reste du cours. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'une ou l'autre de ces notions, vous devez revoir absolument les vidéos des autres chapitres qui vont en traiter et elles sont toutes dans le chapitre 0. Entre autres, la stoichiométrie essentielle. La nomenclature, vous devez être capable de nommer n'importe quel composé binaire ou comportant un ion polyatomique. Vous pouvez aller étudier la fiche complète des ions polyatomiques. Si vous ne la trouvez pas, elle est dans la section ressources. La révision des règles de nomenclature également est essentielle et est aussi disponible au même endroit. Ensuite, vous devez être capable de rédiger n'importe quelle équation chimique à partir des données d'un problème. Identifier les réactifs, les produits, nommer correctement les molécules, ce qui revient à la nomenclature, reconnaître les molécules communes et les formules chimiques comme l'oxygène qui est du O2, l'azote M2, gaz carbonique, CO2, etc., etc. Vous en aviez une liste à étudier, c'est à revoir. Alors, pour 4.1, on va donner une idée générale au niveau de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est la capacité d'accomplir un travail ou de provoquer un changement. Ça s'exprime toujours en joules. Évidemment, on peut mettre des kilojoules lorsqu'on a beaucoup de joules. Donc, 1 kilojoule, c'est 1000 joules. L'énergie, elle se sépare en deux grandes catégories, qu'elle soit cinétique ou potentielle. Les deux résument toutes les formes d'énergie qu'on peut retrouver. L'énergie peut passer d'une forme à l'autre. Lorsqu'il y a de l'énergie absorbée, elle doit être dégagée quelque part. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici, j'ai remis le tableau 4.4 qui vient de votre cahier. Ça résume les différentes formes d'énergie cinétique et potentielle. Les énergies cinétiques, on se rappelle qu'il doit y avoir absolument un mouvement, que ce soit le mouvement des électrons qui donne l'énergie électrique ou de l'eau, l'énergie hydraulique, etc., etc. Ensuite, on a l'énergie potentielle. L'énergie potentielle doit avoir le potentiel de faire un travail. Il n'y a pas de mouvement, mais peut en créer. L'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est emmagasinée dans les molécules. Si on défait les molécules, si on fait des réactions chimiques, on a moyen de dégager cette énergie-là. On va maintenant distinguer la chaleur de la température. La température, c'est la mesure du degré d'agitation des molécules, soit leur vibration, rotation, translation. Plus elles bougent, donc plus elles vibrent, plus elles tournent, plus elles font des translations, elles se déplacent, plus la température va être élevée. La chaleur, c'est un transfert d'énergie thermique. La chaleur, elle dépend de la variation de la vitesse des particules, donc elle dépend de la température. Si je fais bouger les particules plus vite, donc je vais augmenter la chaleur. Mais ça dépend aussi de la quantité de matière. Donc plus j'ai de matière, plus ma chaleur peut être élevée, et de la nature de la substance. Si c'est du bois ou si c'est de l'eau, la chaleur va être différente. La capacité thermique massique, elle dépend de chacune des substances. En fait, c'est une propriété caractéristique de chacune des substances. Donc, la variable C, c'est en joules par gramme degré Celsius. Vous avez le tableau 4.7 qui vient de votre cahier, qui vous donne la capacité thermique massique de plusieurs substances. C'est aussi un synonyme de chaleur massique. Alors, l'eau, c'est 4.19 joules par gramme degré Celsius. Le verre, 0.84 joules par gramme degré Celsius. Donc, la formule qui relie tout ça, la chaleur, qui est symbolisée par Q, c'est égal à la masse fois la capacité thermique massique fois la variation de température, et la chaleur va toujours être donnée en joules. Pour calculer la variation de température, on doit faire la température finale moins la température initiale. Donc, la variation de température peut être positive ou négative, ce qui fait que la chaleur peut être positive ou négative également. On va voir qu'est-ce que ça signifie un peu plus loin. Et lorsqu'on calcule la variation de température, on peut utiliser autant les degrés Celsius que les Kelvin, parce que une variation de 1 degré Celsius est équivalente à une variation de 1 Kelvin. Donc, la transformation des degrés Celsius en Kelvin est une opération superflue pour faire cette formule-là. Maintenant, des conventions qui sont importantes et à savoir. Lorsqu'il y a une augmentation de température, la variation de température va être positive. Donc, si je fais la température finale moins la température initiale, si ma température finale est plus haute que ma initiale, je vais avoir une variation positive. L'énergie, à ce moment-là, on va dire qu'elle est absorbée
et la chaleur va être positive. Donc, Q, qui est la chaleur, va être positive, c'est normal. Delta T est aussi positif. Et j'augmente la température, donc j'absorbe de l'énergie pour pouvoir augmenter la température. Mes mouvements de particules vont être plus rapides. Si je diminue la température, il va devoir y avoir un dégagement d'énergie parce qu'il y a moins d'énergie qui va être dans ma substance, elles vont bouger moins. Donc cette énergie-là doit quitter, donc être dégagée. La variation de température à ce moment-là est négative parce que ma température finale est plus basse que ma température initiale. Ma chaleur va alors être négative, donc Q est négatif.